Bienvenue au dernier cours, pas dernier cours, mais le dernier nouveau cours, module 6, qui s'intitule la classe d'aujourd'hui, contenu pédagogique interactif et engageant. Je viens de mettre dans le clavardage le lien pour les présences. Donc, s'il te plaît, pouvez-vous indiquer votre présence au cours. Et je vais ajouter le lien de la présentation aussi. Pour que vous puissiez suivre avec la présentation. Bien, donc, on va retourner à la boîte à outils à la fin. Donc, les résultats de l'apprentissage pour ce cours, comprendre les cadres théoriques et des compétences nécessaires pour créer une salle de classe innovante et engageante au 21e siècle. Explorer et appliquer les métaphores des espaces d'apprentissage pour améliorer l'environnement éducatif. Concevoir des salles de classe modernes et flexibles en utilisant des outils numériques, Classroom Designer, PowerPoint et autres. Promouvoir le réseautage et le partage d'idées pour améliorer les pratiques pédagogiques en utilisant des plateformes collaboratives, exemple Google Slides. Et élaborer des plans de leçons élaborer des plans de leçons intégrant les principes de la CUA, la conception universelle d'apprentissage, et de la différenciation pédagogique pour répondre aux besoins de nos élèves. OK. Donc, si je vous demande de visualiser votre salle de classe idéale, qu'est-ce qu'une salle de classe idéale pour vous a l'air? Donc, j'aimerais avoir 3 mots pour décrire votre classe idéale. Je vais partager un lien vers un Miro. Puis un Miro, c'est un document collaboratif. Je vais le passer dans le clavardage. Puis je peux vous montrer les instructions vite faites pour ajouter à ce document. Donc, je l'ai ouvert ici. Excellent. Donc, une fois que votre Miro est ouvert, vous pouvez juste glisser un pense-bête. Il y en a 3. Et puis ensuite, ajouter 3 mots pour décrire votre salle de classe idéale. Donc, cliquez et glissez. Donc, je peux voir que plusieurs personnes y ont accès déjà. Choisissez une des passe-bêtes, peu importe la couleur. Puis, ajoutez votre nom aussi. Merci, parce que c'est un lien accès au public. Donc, c'est anonyme lorsque vous l'utilisez, sauf si vous avez déjà un compte. Excellent. En passant, Miro est un peu un outil qui a remplacé Google Jamboard. Jamboard était un outil collaboratif qu'on utilisait dans la plateforme Google qui n'est plus disponible. Miro est une option. Excellent. Donc, cliquez et glissez. Puis, vous pouvez maximiser ou minimiser l'écran en bas à la droite. Il y a comme vous pouvez zoomer pour avoir plus gros ou plus petit pour voir un peu plus de tous les, une vue de tout le tableau. Donc, glissez votre pense-bête à quelque part et tapez 3 mots pour votre salle de classe idéale. Je vais donner quelques minutes pour ceci. Pour la présentation, je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Ah, ça demandait un accès de partage? Effectivement, pareil pour moi, je n'ai pas pu l'ouvrir, la présentation. Merci. Oui, même chez moi. C'est beau. Je le repartage. C'est les accès de partage qui n'ont pas été bien faits. C'est mon erreur. Vous devriez avoir accès maintenant. Donc, 3 mots pour décrire votre classe idéale. Si vous avez accès à modifier votre classe,
Monsieur Alain, repartagez le lien. Moi, je n'ai pas accès. Le lien de la présentation ou de l'activité? Non, vous avez envoyé le lien de la présentation, le lien de l'activité. Je le repartage. Je l'ai remis dans le clavardage. Et qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Parce que je vois les choses qui défilent là, qui bougent là. Tu dois choisir un des passe-bêtes. Il y en a 3 qui sont les passe-bêtes originales. Tu cliques sur un des notes et tu le glisses. Et maintenant, tu peux le modifier et ajouter ton nom et ajouter 3 mots pour décrire votre salle de classe idéale. OK. Je peux voir que c'est un peu confusant quand que tout le monde est dans le document. Il y a beaucoup de mouvements. Je peux voir ça. Je vais remettre un passe-bête ici, un bloc-notes. Monsieur Alain, dès qu'on glisse, on fait comment pour écrire? Tu glisses, tu choisis un passe-bête, tu glisses, et maintenant, quand tu fais un double-clic sur la note, tu peux la modifier, tu peux taper dedans. Oui. Excellent, j'adore votre participation. Je peux lire quelques exemples. Collaborative, inclusive, sécuritaire, ça revient souvent. Inclusive, bien souvent. Confortable, collaborative, engageante, j'adore. OK, donc merci. Si vous n'avez pas accès au Miro, vous pouvez juste le mettre dans le clavardage. Donc, merci beaucoup. Oui. Une fois Donc, que c'est fait, on a besoin d'envoyer ou bien vous lisez directement? je vais en lire, je vais voir qu'est-ce qui est commun, inquiétez-vous pas. On peut voir. Et quand on a écrit, qu'on fait comment pour poster? C'est automatique. C'est automatique. Quand vous avez écrit, c'est déjà visible. C'est ça. Oui, c'est un document qui, on peut dire, il est live. Il est en temps réel. Inclusif, bienveillant, sécuritaire, discipliné. Excellent, je vois ça. Attentionné, participatif, inclusif, confortable, j'adore, bienveillante, amusante. Oh, ça, j'aime ça. C'est la classe idéale, amusante pour moi quand j'enseignais, j'aimais beaucoup m'amuser avec mes élèves. Attentive, collaborative, sécuritaire, j'aime ça. Respectueuse, très important, oui. Règles de conduite de la classe. Motivante. Collaborative, c'est bien. Inclusive, sécuritaire, engageante. Donc, beaucoup de mots qui se répètent. Mais si je peux voir, engageant est là souvent. Sécuritaire est là souvent. Collaborative, j'aime ça. Oh, lumineuse. Dora? Lumineuse. Merci, c'est ça que je pensais. Ah, il y a un temps. Oui, avoir des belles fenêtres on peut voir dehors, c'est peut-être quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, mais idéal, oui, ça serait quelque chose une belle vue dehors, voir le soleil. Excellent. Très bien. Donc, Miro est, comme j'ai dit, une façon assez facile d'avoir un document collaboratif qui est en temps réel.
Tu dois juste avoir créé un compte. Et la plateforme est gratuite pour les plateformes éducatives. Donc, si tu as un compte d'un conseil scolaire, tu devrais avoir accès à tous les outils de Miro pour partager à votre salle de classe. Je constate qu'Equatio s'intègre facilement dans Miro aussi. Excellent. Ça, je ne l'avais jamais essayé, mais c'est excellent. J'ai bien cliqué là, ça a marché. Très bien. C'est excellent. Donc, on peut passer à la prochaine chose. Donc, si on pense à le système éducatif, je vais vous montrer une photo qui date du 14e siècle d'une salle de classe. Je vais juste l'agrandir pour vous. La photo ne s'agrandit pas. Que remarquez-vous de cette image? Est-ce que je peux parler? C'est Que statique. remarquez-vous? C'est statique, définitivement. Oui. Je peux dire un mot? Oui, allez-y. Oui, on remarque que l'enseignant, le magistère, comme on disait à l'époque, est assis sur une chaise qui est bien en hauteur et que les apprenants le regardent de haut. Il est comme un dieu qui détient la connaissance et les apprenants sont en dessous, sont en bas. Voilà, c'est un peu unidirectionnel, ça va du haut vers le bas. Excellent, très belle observation. Oui, tu as parfaitement raison. On peut voir que l'enseignant est placé plus haut et puis les élèves sont plus bas. Tout le monde regarde vers le haut. Merci. Emmanuel, tu as la main levée? Oh, c'est Emmanuel qui venait de parler. J'enlève la main. Parfait. OK. Quelqu'un d'autre veut partager quelque chose? Michael? Oui, je remarque que parmi les élèves, d'autres ne sont pas du tout en situation d'apprentissage. Ah, oui. Oui. Donc, on peut voir que oui. tout le monde n'est pas engagé. Mhm. Excellent. Bien constat. Herman? Oui, je dirais que dans cette disposition, il est impossible pour l'enseignant de voir le progrès de chacun, le progrès individuel de chaque élève. Ouais. Excellent. Parce qu'il n'y a pas moyen de circuler entre les... Oui, tu as parfaitement raison. J'aime ça. Calixte? Oui, moi je remarque que l'enseignant parle et les apprenants écoutent. Oui. Donc, pour vous, est-ce... Oh, excuse, Robert? Non? Siam, veux-tu ajouter quelque chose? Oui, je me doute, est-ce que c'est un espace inclusif? Parce que tu vois seulement les hommes là-bas. Est-ce qu'il y a des femmes? Je ne sais pas. Bonne question. C'est le 14e siècle. C'est ça. Oui. Alain, juste pour te dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à des micros, comme Zainab et Taïrou Sissé. Donc, ils mettent leurs commentaires dans le chat. OK, je vais ouvrir le clavardage tout de suite. Merci. Ennuyante. OK, oui. Est-ce qu'on peut voir dans nos salles de classe aujourd'hui des traces de cette image? Si on se promène dans nos écoles aujourd'hui, y a-t-il des choses qu'on peut voir dans nos classes aujourd'hui? Il y a des élèves qui dorment des fois dans nos classes, surtout les adolescents. Oui, on peut voir quelqu'un qui dort, tu as parfaitement raison. Si on est en secondaire, c'est clair. Oui, c'est vrai. Puis parce que c'est vraiment pas engageant. Peut-être c'est ça. Merci, oui. Fils, vas-y. Oui, c'est tout simplement aussi ajouter que dans l'après-midi, les enseignements ne sont pas plus engageants, surtout dans les après-midi. Oui, c'est vrai ça, tu as raison. Donc oui, des fois, on peut voir dans nos salles de classe d'aujourd'hui quelques traces de l'enseignement qui datent de plusieurs siècles, mais la transition, elle est assez flagrante à qu'est-ce que l'apprentissage a l'air aujourd'hui. Je vais juste arrêter le partage parce que j'ai oublié de partager avec le son parce que la prochaine diapo est avec une vidéo et je veux faire certain que vous avez le son.
OK. Puis, on va regarder une petite vidéo de quelques secondes. 1 minute environ. Oups. Et voilà. Well, technology in general will make capital more attractive than labor over time. Software substitution, whether it's for drivers or waiters or nurses. What people have for them that computers as of yet don't is the incredible adaptability of the human mind, the ability to learn new skills, the ability to really adapt to unexpected situations. And so what we really need to do is to help people become even better at that. Quelques réactions en regardant cette petite vidéo. Ça fait peur pour moi. Ça fait très peur même. Ça fait peur, définitivement. Herman, vas-y. l'IA et le robot vont remplacer les humains. Peut-être. Donc, ils ont dit c'est inquiétant, c'est vraiment inquiétant et c'est important que nous, enseignants et que nos élèves prenions conscience de cela, quoi. Définitivement, oui. Peut-être réfléchir sur les opportunités. Au-delà. Dora, vas-y. J'ai dit peut-être qu'il y aura des opportunités qui découleront de cela. Exactement, oui, les opportunités qui peuvent se présenter au changement de la technologie. Oui. Il y avait quelqu'un d'autre qui partageait aussi. Emmanuel, vas-y. Il y a un micro ouvert. Oui, au-delà de... Oui, c'est Emmanuel. C'est qu'au-delà de l'aspect humain du travail qui va avec, c'est davantage la relation avec la divinité qu'il faut interroger. Parce que plus tard, on aura même plus la possibilité, n'est-ce pas, de prier et de demander de l'aide au divin. Bon, tout ce sera IA. Il faut demander à IA comment faire une prière, comment faire ci. Donc, la relation avec le divin sera complètement perdue. Peut-être, c'est vrai ça. Calix, tu as la main levée? Oui, il voudrait dire que c'est déjà en pratique, parce que quand nous regardons par exemple les chaînes de fabrication de voitures, c'est totalement automatisé. Oui. Et c'est l'IA qui est déjà en œuvre là. Définitivement, oui. Le monde industriel a beaucoup évolué dans les derniers 15, 10 ans même. Une statistique que j'ai remarquée en regardant sa vidéo, c'est que avant d'avoir 38 ans, nos élèves d'aujourd'hui auront 8 à 10 différents emplois. Donc, je me mets dans la peau d'un élève d'aujourd'hui comme comment préparer nos élèves à un travail, mais si le travail est tellement évolutif, comment faire ceci, comment répondre à leurs besoins. Shyam, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je dirais que moi, je comprends que c'est l'intelligence artificielle versus l'intelligence humaine. Oui, définitivement, oui. Distinction entre les deux, oui. Puis la dame l'a beaucoup, elle l'a très bien dit, c'est la façon que le cerveau humain peut s'adapter au changement. C'est ça la clé d'éduquer nos élèves, c'est comment peu importe les avancements en intelligence artificielle, c'est comment que le cerveau humain peut s'adapter aux changements majeurs. Puis on a envie présentement des changements majeurs en éducation. Excellent. Qui nous apporte aux compétences transférables. Le ministère de l'Éducation a développé 7 compétences transférables. Ils ont beaucoup évolué pendant les dernières années. Auparavant, on les appelait les compétences globales, les compétences mondiales, mais présentement, on les appelle les compétences transférables. Il y en a 7.
Je vais juste vous partager le lien du Centre Franco dans le clavardage. Puis, les compétences transférables, donc il y a la pensée critique et résolution de problèmes. C'est des façons de trouver, organiser, analyser et interpréter des informations pertinentes et fiables, résoudre des problèmes complexes, significatifs et authentiques de la vie, poser des jugements et prendre des décisions éclairées et d'avoir des effets positifs sur le monde. Je ne vais pas tout les lire. Deuxième, innovation, créativité et entrepreneuriat. Donc, poser des questions et exprimer des opinions perspicaces pour générer des idées innovantes, prendre des risques et proposer de nouvelles solutions à des problèmes sociaux, économiques et environnementaux qui répondent aux besoins d'une communauté, et entre autres. Apprentissage autonome, croire en sa capacité d'apprendre, faire preuve d'autorégulation en réfléchissant à ses façons de faire et des façons d'apprendre, la métacognition, et à ses expériences et ses valeurs. La communication, très, très, très importante. Donc, communiquer efficacement à l'oral et à écrit dans divers contextes et en utilisant des outils numériques appropriés. Créer des empreintes numériques positives en communiquant ses idées de manière appropriée, responsable et sécuritaire. Et autre collaboration, extrêmement important, la collaboration dans notre système éducatif. On a la citoyenneté mondiale et durabilité. Comprendre les différents enjeux mondiaux et leurs impacts, prendre des décisions responsables et agir pour contribuer au développement durable et à une meilleure qualité de vie. La littératie numérique, donc on en parle beaucoup dans ce cours ici. Et voilà les 7 compétences transférables. Puis je vais juste ajouter pour le lien du ministère. Donc, je vais juste partager dans le clavardage. Il y a une définition pour chaque compétence et il y a aussi des descripteurs des élèves. Donc, très, très, très important ici, les descripteurs, on peut voir exactement comment nos élèves peuvent interpréter ou comment on peut implémenter ces compétences transférables dans nos salles de classe. Par exemple, si je vais aller voir la littératie numérique, des exemples pour des élèves, les élèves choisissent et utilisent des outils numériques appropriés, par exemple, pour communiquer, collaborer, créer, innover et résoudre des problèmes. Les élèves comprennent comment gérer et contrôler leur utilisation de la technologie pour favoriser la santé mentale et leur bien-être. La raison pourquoi on parle de les compétences transférables, c'est qu'ils font partie de tous les curriculums de l'Ontario. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on doit enseigner, mais c'est quelque chose qui fait partie de tous les curriculums. Donc oui, on doit les enseigner, mais c'est intégré de façon, je ne dirais pas autonome, mais c'est intégré dans tous les curriculums de la façon que les compétences transférables, c'est une stratégie extrêmement efficace pour transmettre les informations des curriculums. Petit sondage pour vous. Donc, j'ai 2 petites questions à vous poser. Je vais mettre le lien dans le clavardage. Puis c'est choisir entre question numéro 1. Selon vous, laquelle des compétences transférables est la plus acquise chez les élèves? Et la deuxième question, selon vous, laquelle des compétences transférables est la moins acquise chez nos élèves? Donc, petit sondage, je vous donne 2 minutes à répondre. Et ensuite, on va aller voir les réponses. Vous y avez accès? Oui. Oui, on a accès. Merci. Excellent. Je vois que les réponses commencent à rentrer.
Pour les participants qui travaillent pour un conseil Google, donc Google Forms, le formulaire Google est une façon très facile, très simple de partager ou avoir l'information, d'avoir un billet de sortie dans votre salle de classe. Une façon assez facile de partager des questions, des évaluations. Le même outil pour Microsoft se nomme quoi? Sondage? Forms. SharePoint Forms. C'est SharePoint Forms, c'est vrai. OK, merci. Donc, allez voir les résultats, vos constats. De 24 répondants, la compétence transférable qui est la plus acquise chez nos élèves, vous avez dit la communication. Et ensuite, la collaboration étaient les deux qui étaient les plus acquises. Et puis, si on regarde les compétences transférables moins acquises chez nos élèves, on a 24% l'apprentissage autonome et 20% l'innovation, la créativité. 32% la citoyenneté mondiale et la durabilité. Donc, 32% ont choisi la citoyenneté mondiale. Deuxième place, c'était l'apprentissage autonome. Donc, citoyenneté mondiale. Pensée critique et résolution de problèmes, si je vois bien. Oui, tu as raison. Désolé, les bleus m'ont mélangé. Tu as parfaitement raison. Oui, le 30% est la pensée critique et résolution de problèmes. Merci. Oui, ça a du sens. Oui, merci. Oui, ça fait beaucoup plus de sens. Donc oui, la pensée critique, je peux voir ça que c'est plus un défi pour nos élèves. Commentaires? Y a-t-il des personnes qui veulent ajouter quelque chose? Non? Oui, monsieur Alain, moi j'aimerais ajouter que je pense que ces résultats dépendent aussi du niveau. Je pense que les compétences des premières années ne sont pas les mêmes, par exemple, en 8e année ou bien au lycée. Définitivement, tu as parfaitement raison. Excellent, oui. Très bon point parce que les besoins comme tu dis, des enfants de 7 ans, 8 ans, ce n'est pas les mêmes besoins que les élèves qui ont 15, 16, 17 ans. Tu as raison, oui. Mais peu importe le niveau de scolarité, c'est encore les compétences transférables qu'on doit présenter à nos élèves. Comme le disait Albert Camus, un des rôles de l'école doit être préparer les enfants à vivre dans un monde qui n'existe pas. Il semblerait bien que le système éducatif actuel, héritier de la révolution industrielle, soit loin de remplir cet objectif. L'école doit être repensée pour préparer à des carrières qu'on ne peut seulement imaginer aujourd'hui, puisqu'elles n'existent pas encore. Selon un rapport de l'Institut pour le futur, 85% des emplois de 2050 n'existent pas encore aujourd'hui. On va regarder une petite vidéo qui explique ceci. Bonjour! Je sais que l'éducation a beaucoup changé à travers les années, mais je me demande quelle est la grande différence entre la façon dont on enseignait à mes grands-parents versus la façon dont on enseigne à ma fille aujourd'hui. Bonjour Mélissa, je trouve que votre question est vraiment intéressante, puis je vais vous proposer d'y répondre en m'appuyant sur 3 points. Le premier point, c'est celui de l'égalité des chances et du respect de la diversité. La réussite éducative de tous les élèves est devenue un enjeu majeur pour l'école qui conditionne l'organisation scolaire, le travail des enseignants, mais aussi l'accueil qui est réservé à chacun de nos enfants. Le deuxième élément, c'est celui des sciences pédagogiques. Elles ont considérablement évolué. Et elles ont fait évoluer la formation et le travail des enseignants. La science nous dit qu'un élève actif apprend mieux qu'un élève passif. Un élève qui collabore avec ses camarades pour réaliser des tâches sera plus motivé qu'un élève qui travaille seul dans son coin à la réalisation de ses tâches scolaires. Le troisième élément, ce sont les programmes d'enseignement.
eux aussi continuent d'évoluer constamment. Il y a une inflation des connaissances. Par exemple, nous devons intégrer une nouvelle connaissance en lien avec le numérique. Cette inflation des connaissances implique de devoir faire des choix, de définir des priorités pour préparer nos enfants à devenir des citoyens, mais aussi des travailleurs du futur. Alors, comme vous voyez, Mélissa, la science peut répondre à bien des questions. Quelqu'un aimerait partager des constats? Quelque chose qu'ils ont trouvé intéressant? Oui. Allez-y, Michael. Un élève, ce qui m'a vraiment passionné dans cette vidéo, c'est qu'un élève qui collabore avec ses camarades apprend mieux qu'un élève qui travaille seul dans son coin, donc passif. Excellent. Oui. C'est ce qu'on remarque dans nos salles. C'est ce qu'on remarque dans nos salles de classe, lorsqu'on les met en groupe pour collaborer, oui, ils apprennent mieux que de leur donner des tâches individuelles. Oui, oui, c'est dépendant de l'apprentissage, oui, oui, c'est bien. Calixte? Oui, je voudrais ajouter à ça un adage pour soutenir le point de vue. Oui. Il y a un adage qui dit « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Oui, oui, c'est vrai ça. Très, très, très bon point. Oui, collaboration, très, très, très importante. J'adore. Herman? Oui, monsieur Alain. En fait, la vidéo et le propos d'Albert Camus avant me fait prendre davantage connaissance, mesurer l'ampleur de la tâche qui revient à l'enseignant que je suis. Celui d'imaginer un monde qui n'existe même pas, déjà, d'anticiper et de pouvoir former les enfants à pouvoir vivre et travailler dans ce monde-là. C'est quand même un peu de la science-fiction, mais bon, c'est une tâche qu'on va... Oui, qu'on a c'est volontiers. très difficile à visualiser. Oui, tu as raison. Dora, tu veux ajouter quelque chose? Oui, juste, ça m'a interpellé l'égalité des chances et la démocratisation de l'école. Oui, peut-être au Canada, mais n'oublions pas qu'en tant que prof, on a à cœur aussi tout ce qui se passe dans le monde et ce n'est pas le cas partout dans le monde. Oui, exactement, oui. Certaines choses qu'on ne peut pas contrôler, mais oui, tu as parfaitement raison. Puis souvent, on accueille des élèves d'un peu partout qui n'ont pas eu les mêmes opportunités. Absolument. Très, très bon point. Très bon point, merci. Roméo? Ou, excusez, Ulrich? Oui, monsieur. Ah, on ne vous entend plus. Votre micro. OK. Ah, oui, voilà. excusez. Oui. OK, merci. Mais parlant du fait qu'il faut anticiper le futur et que il faut repenser l'école pour revoir, pour anticiper dans un monde qui n'existe pas, je pense que c'est un point vraiment où il faut s'appliquer. Mais la grosse difficulté, est au niveau où l'école aujourd'hui, nous enseignants ne sommes pas libres de faire. Nous suivons un programme qui a été établi par une hiérarchie. C'est-à-dire, il y a des penseurs quelque part qui ont dit que voilà ce qui est bon pour nos enfants de tel niveau, de tel niveau et tel niveau, et nous suivons un programme établi. Donc ça, c'est d'abord, ça veut dire que ça revient à la cellule pensante, si on peut les appeler comme ça, de revoir ça. Et c'est d'autant plus important que ça fera moins peur, parce qu'aujourd'hui, comme quand on a vu les robots, plusieurs ont dit ça fait peur. Oui, ça fait peur. On se dit que voilà, les emplois seront foutus, on va nous remplacer. Mais ce n'est pas ça. Je pense que les sondages montrent que d'ici 2030, l'IA va supprimer presque près de 80 millions d'emplois, mais va en créer 95 millions. Un exemple très simple, avant on creusait les tunnels à la pelle, les hommes creusaient les tunnels, mais dès lors qu'on pense apporter des tracteurs, des caterpillars pour des machines pour creuser, dès lors qu'on y pense, il faudra déjà mettre sur pied des filières à l'école qui va les fabriquer, ces tracteurs-là. C'est déjà une filière qui va employer tellement de monde que ceux qui sont en train de creuser
Qui va les maintenir? Il y a une filière de maintenance. Ça crée déjà plus d'emplois que ceux qui sont en train de creuser à la main. Qui va les conduire? Ces tracteurs qui viennent remplacer les humains qui creusaient à la main. Vous voyez que c'est au moins déjà 3 secteurs de fabrication, de maintenance et de conduite des engins qui viennent remplacer des humains. On a l'impression que, oh, voilà, on a perdu des emplois des humains qui creusaient. Pourtant, on en crée 3 fois plus. Oui. Je pense qu'en réfléchissant dans ce sens-là, on comprendrait que l'IA ne fait pas peur. L'IA va apporter des révolutions. L'IA va amener plutôt des gens de passer d'un métier à un autre. Et si on y pense vraiment à temps, je pense que personne n'aura peur de son emploi ou bien de quoi que ce soit. Oui, non, c'est un très bon point. Puis oui, tu as fait une très belle analogie. C'est vrai, ça. C'est comment préparer à adapter, être capable d'adapter. Puis tu as raison, oui, c'est pas que la révolution va remplacer, mais oui, peut-être peut remplacer d'une certaine façon, mais ça va créer des opportunités. Ariane, vas-y. J'aimerais revenir sur l'importance de la collaboration. Je pense qu'il faudrait nuancer parce qu'il y a des élèves, des apprenants qui s'en sortent mieux dans le travail autonome. C'est-à-dire que lorsqu'on les met avec le groupe, parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en eux, ils vont juste être passifs et laisser les autres faire le travail. Alors que lorsqu'ils sont seuls, ils peuvent mieux s'exprimer et je pense et mieux apprendre. Oui, des fois, définitivement, il y a des élèves qui sont plus confortables à être autonomes, mais quand même, il faut être capable de présenter, de montrer aux élèves les bienfaits de collaborer avec des personnes parce qu'on ne sait jamais quelle sorte d'emploi futur qu'ils vont avoir, puis ils vont devoir collaborer peut-être. Mais tu as raison, oui, il y a des élèves qui sont beaucoup plus à l'aise, ils sont plus performants quand ils sont autonomes que s'il faut qu'ils collaborent avec beaucoup de personnes. C'est un très bon point, merci. Fils, tu veux ajouter quelque chose? Oui, moi je voudrais préciser que l'IA aujourd'hui, on n'est pas inquiet dans la mesure où ça va supprimer les emplois, mais plutôt c'est un élément qui vient booster parce que si vous regardez l'école d'auparavant, il y avait moins de distractions. Mais de nos jours, il y a plus de distractions et il faudrait trouver quelque chose qui doit motiver nos apprenants. Donc, les faciliter un peu parce qu'ils sont préoccupés par des TikTok, par des Facebook qui n'existaient pas avant. Donc, moi, je pense que l'IA a sa place, pas dans la mesure de supprimer des emplois, mais plutôt de booster et de galvaniser nos apprenants vis-à-vis de la technologie qui se crée tous les jours. C'est un peu ça que je voulais ajouter. Non, tu as parfaitement raison. Les élèves d'aujourd'hui ne connaissent pas un monde sans technologie. Donc, ils sont nés avec des outils dans leur... Pas vraiment nés avec un outil dans leur main, mais là, ils ne connaissent pas un monde sans Internet, sans technologie. Donc, c'est de l'information qui sont bombardés d'informations, puis de stimuli, de plein de choses électroniques. Et puis, ça devient peut-être un peu difficile à enseigner, à engager des élèves en salle de classe. De très bons points. Oui, merci. On continue. Donc l'expérience d'apprentissage est en transformation. Je me date un peu. Excuse, avant que je veux présenter ceci, je veux juste retourner vite fait. Environ, je dirais, 10 ans passés, j'étais enseignant en salle de classe d'une première année. Et nous avons une nouvelle direction qui a commencé l'année scolaire. J'étais en première année pendant plusieurs années. Et puis, la première journée de rencontre, de journée pédagogique avec cette nouvelle direction, elle nous a tous assis dans un local, puis elle nous a demandé de penser à qu'est-ce que ta classe idéale aurait l'air dans 5 ans d'ici. Qu'est-ce que tu veux que ta classe a de l'air? Comment que tu veux que tes élèves apprennent d'ici 5 années? Puis, on a discuté, on a parlé avec nos collègues, puis on a tout noté dans une enveloppe qu'est-ce qu'on voulait avoir notre salle de classe dans 5 années. Il faut dire que j'ai eu cette direction-là pendant 6 ans. Donc, on a plus ou moins oublié cette activité. Et puis, 2 ans plus tard, l'enseignante a sorti, la direction a sorti ses enveloppes. Elle a dit, n'oublie pas, dans 5 ans, tu as dit que tu voulais avoir ceci, ceci, ceci. Est-ce que tu veux modifier ton plan?
Oui, OK, définitivement, on veut modifier notre plan, on veut changer quelque chose. Puis ensuite, elle a pris des enveloppes et encore l'année suivante, elle nous a demandé, OK, est-ce que tu as atteint ton objectif? Juste pour nous montrer que la classe idéale qu'on pense aujourd'hui n'est pas nécessairement la réalité qui va arriver dans quelques années. Il faut quand même être adaptif, être réactif à nos besoins de nos élèves. Mais il y a certaines choses que j'ai vraiment ressorties de ceci, c'était la classe idéale. Pour moi, qu'est-ce que moi je veux avoir? Il y a certaines choses que j'avais contrôle, il y a certaines choses que je n'avais pas contrôle, comme on avait mentionné tantôt. Mais qu'est-ce que j'avais contrôle? C'est la façon que je livrais la matière, la façon que j'engageais mes élèves. Puis c'est vraiment ça que je voulais me concentrer dessus, c'était être capable d'avoir une salle de classe où ce que tous les élèves étaient engagés, étaient stimulés, voulaient participer activement. Puis pour moi, il y avait deux facteurs qui ont resté communs. C'était la technologie, c'était vraiment un levier pour mes élèves, même en première année. Et l'autre, c'était l'humour. Pour moi, j'adorais rire avec mes élèves. C'était vraiment deux facteurs, donc la techno et l'humour, qui m'ont permis à vraiment atteindre ma salle de classe idéale. Peu importe qu'est-ce que physiquement la classe avait de l'air, mais les besoins des élèves, j'espère qu'ils étaient tous atteints avec certains de mes constats de ma salle de classe idéale. OK, donc, expérience d'apprentissage est en transformation. Voici 8 constats. Je vais juste agrandir. Donc, on passe vraiment de l'enseignement à l'apprentissage. On essaie vraiment de laisser côté l'enseignant magistral qui est debout devant la salle de classe, qui récite un paragraphe et demande à des élèves vraiment d'être attentifs et d'écouter. Est-ce que c'est une stratégie qui est effective? Ça a sa place encore, mais c'est pas l'impact, ça n'a pas l'impact qu'on souhaite avoir en salle de classe. Donc, on essaie d'oublier l'enseignant magistral au devant de la classe et aller plus à un apprentissage qui est plus actif de nos élèves. On essaie d'évoluer de écouter à participer. Donc, oui, des fois, on doit partager certaines matières avec nos élèves et il doit être à l'écoute, mais la participation, vraiment, c'est la plateforme la plus efficace qui fonctionne mieux de nos élèves aujourd'hui. Donc, d'aller de écouter à participer activement. Une salle de classe qui est rigide à une salle de classe qui est plus flexible. Dans un monde idéal, avoir un lieu d'apprentissage propice à l'entrepreneuriat polyvalent et flexible. Le décloisonnement se vit à plusieurs niveaux. L'encadrement non traditionnel, ouvert et branché sur le monde. Donc, l'apprentissage est a plus un impact chez nos élèves aujourd'hui si vous êtes plus adapté à la flexibilité dans votre salle de classe. Allez de dire à questionner. Et la façon de questionner vos élèves est une art et ça s'apprend. Souvent, les élèves demandent, mais comment on fait ceci? Je vais donner des exemples. Souvent, je donne des formations en robotique pour une compétition que nous organisons. Donc, je montre aux élèves comment construire un robot, comment programmer un robot. Puis là, on a des défis. Et souvent, les élèves, mais monsieur, quel bloc de code que je dois utiliser pour faire ceci? Puis c'est facile à dire, ben, utilise celui-là, celui-là, celui-là. Au lieu, qu'est-ce qui arrive si on utilise ce bloc-ci? Qu'est-ce qui arrive? Essaye celui-là. Qu'est-ce qui arrive? Essaye. Donc, n'aie pas peur de faire les élèves réfléchir au lieu de souvent donner juste une réponse. Des fois, c'est plus facile à faire que d'autres, mais de passer à donner des réponses à le questionnement. Donc, vraiment faire les élèves réfléchir pour qu'ils puissent, eux autres, répondre à leurs propres questions. De passer du maître à un guide. Puis, même le terme enseignant, si on me demande quel est mon rôle, moi je suis un conseiller pédagogique. Puis, le terme en anglais, quand je me présente dans des conseils anglophones, c'est un curriculum coach. Donc, je suis un entraîneur. Donc, je suis quand même un enseignant qualifié, mais être un maître de savoir et être un guide, donc, l'enseignant en salle de classe maintenant devrait être plus un guide pour montrer aux élèves comment
l'apprentissage se passe. Donc, le leadership est partagé. Même les élèves peuvent être des guides dans votre salle de classe. La prise de risque est encouragée grâce à un climat scolaire positif. Les relations entre les enseignants, les élèves et la communauté contribuent à l'apprentissage. Donc, pas seulement la salle de classe, mais dans la communauté aussi. Et nous sommes tous des apprenants. Puis, je vais donner l'exemple encore, quand ça vient au codage ou à la robotique, j'ai souvent des élèves qui me disent « Hey, monsieur, as-tu vu qu'on peut le faire de cette façon ici? » Ça, c'est l'opportunité parfaite. Excellent. Comme élève, partage ça avec ton constat avec la salle de classe. Montre que tu peux être un guide dans la salle de classe. Donc, ce n'est pas nécessairement juste seulement le rôle de l'enseignant, mais ça peut être un rôle qui est partagé à tous les élèves de la salle de classe quand l'opportunité est là. De passer à des connaissances, à des compétences. Donc, je me date encore, dans mon temps, quand j'étais élève à l'élémentaire, les connaissances, il y avait beaucoup de par cœur. Soit apprendre les capitales, apprendre quelque chose, il y avait beaucoup de par cœur. Et pour moi, je n'avais pas de bonne mémoire. Le par cœur, pour moi, était très difficile. Il y en a d'autres, le par cœur, c'est comme excellent. Mais pour moi, c'était très difficile. Mais le par cœur aujourd'hui a eu moins d'importance. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais l'importance est plus basée sur les compétences. Donc, nos élèves aujourd'hui ont accès à de l'information. Dans mon temps, c'est des encyclopédies où je devais trouver de l'information, mais grâce à l'Internet, au Chromebook, dans les salles de classe, les ordinateurs, nos élèves d'aujourd'hui ont accès à toutes les connaissances. Donc, ce n'est pas nécessaire que les élèves se souviennent de ces connaissances-là, mais avoir les compétences de les comprendre et les trouver. De la salle de classe traditionnelle à un décloisonnement. Celui-ci est un peu plus difficile, on va dire, à contrôler parce qu'il y a certaines choses dans nos salles de classe que nous n'avons pas tout le contrôle. Mais le décloisonnement, en gros, c'est vraiment montrer aux élèves un apprentissage basé sur leurs besoins. Prendre les élèves où ils sont rendus et les faire progresser. Plus facile à dire que faire parce qu'on a tous un curriculum qu'on doit apprendre, puis on a plusieurs classes à niveau multiple. Je sais que dans mon conseil scolaire, à l'élémentaire, on a des cours doubles, des cours triples, même des cours quadruples dans nos petites écoles. Et adresser les besoins de tous les élèves peut être difficile, mais le décloisonnement devient plus bénéfique pour les élèves. De passer de subir à vivre. Donc, vivre l'apprentissage avec vos élèves a plus un impact que vraiment juste expliquer ou faire vivre des choses ou juste l'enseignement traditionnel. Donc, vraiment des situations où ce que les élèves peuvent vivre ensemble comme communauté, comme salle de classe, a un impact qui est beaucoup plus positif ou pertinent dans nos élèves aujourd'hui. Questions, commentaires au sujet des 8 évolutions de l'éducation, on va dire? J'ai une question, M. Alain. Qu'est-ce que vous entendez par décloisonnement? Le décloisonnement, ça veut dire que, on va dire que j'enseigne une première année. Mais le décloisonnement, ça serait comme avoir une première année avec différents besoins de différents élèves. Donc, le décloisonnement, une première année traditionnelle, tandis qu'une première, deuxième année, il y a différents... Comment je peux expliquer ça qui est un peu plus clair? Une classe qui est décloisonnée, elle est moins structurelle avec ce que tu dois enseigner par rapport aux besoins des élèves. Il faut avoir un balance entre les deux. Donc, oui, on est tous redevables au curriculum, mais il faut toujours prendre en considération les besoins des élèves. Un exemple particulier, mon bureau est attaché dans un corridor où il y a beaucoup de 7e, 8e année. Et je jase souvent avec les enseignants par rapport à l'enseignement de la grammaire. Donc, on a un correcteur qui s'appelle Antidote, que les élèves n'ont plus accès. Et puis, les conversations étaient que mes élèves ont besoin du correcteur parce qu'ils n'ont pas eu
les notions de base, par exemple, la différence entre le masculin et le féminin. Mais en 7e, 8e année, ce n'est pas vraiment dans l'enseignement, dans les attentes et des conduites d'apprentissage, d'apprendre le féminin et le masculin. Mais s'ils n'ont pas cette base-là, le prof devient quand même redevable pour enseigner la base pour qu'il puisse être capable d'atteindre les attentes et les conduites d'apprentissage de 7e et 8e année. Donc, c'est un peu ça le décloisonnement, c'est que vraiment prendre les besoins de tes élèves et faire certain qu'ils puissent s'adapter pour que tu puisses adapter ton apprentissage, ton enseignement pour répondre aux besoins des élèves. Est-ce que c'était un peu plus clair? Un peu. Herman, tu veux ajouter quelque chose? Monsieur Alain, pour compléter, est-ce que, par exemple, je vais prendre les sciences en 9e année. Les sciences en 9e année, c'est le décloisonnement. Alors qu'en 10e année, il y a la partie théorique et puis universitaire, par exemple, c'est scindé en deux en 10e. Donc, en 10e, il y a 2D et 2P. Là, il n'y a pas de décloisonnement parce que là, c'est bien spécifié. Pourtant, en 9e, tout le monde est au même niveau. 10e année. Oui. Donc, ça. Je pense qu'avec les sciences 9e et 10e, on peut voir la différence. C'est quoi le décloisonnement en 9e et pas de décloisonnement en 10e, par exemple. Oui, tu as raison. Donc, en 9e année, tous les cours maintenant sont des cours décloisonnés où c'est tous les élèves. Donc, tu as raison. Oui. Herman, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voulais aller du principe simple. Dans la salle de classe, l'enseignant est le centre de la connaissance. C'est lui qui contrôle à peu près un peu tout. Maintenant, dans la logique du décloisonnement, tout le monde est co-animateur dans la salle de classe et l'élève doit être au centre de son apprentissage. En fait, ça, c'est la logique du décloisonnement. Donc, c'est pour ça qu'en 2D, 2P, tu vas voir, puisque c'est beaucoup plus théorique, l'enseignant revient un peu plus au centre de cet enseignement-là. Il n'y a pas beaucoup de décloisonnement. Mais à un moment, il va bien falloir que l'enfant devienne le centre de son apprentissage. D'où la logique de décloisonner. Merci. Bon partage. Marianne? Okay, moi, j'ai une réflexion un peu plus. Oui, même chose en maths comme en sciences. En 9e année, les classes sont décloisonnées, ce qui fait que nos élèves qui étaient forts dans des groupes FX de 7e, 8e année vont être avec des élèves qui n'étaient pas dans des classes fortes. Donc, tout le monde va recevoir le même enseignement. Donc, je suis trop d'accord avec le décloisonnement pour donner des égalités de chance aux élèves. Non, c'est vrai. Puis, avec des cours de psychologie que j'ai pris, puis je donne des cours de mathématiques, la pensée abstraite des élèves n'est pas atteinte à l'adolescence. Ce qui fait que des fois, on est en train de... Mais ça, c'est une réflexion personnelle que je voulais partager parce que quelqu'un a parlé, il a dit, OK, nos curriculums sont faits par des personnes, notre système sont faits par des personnes, je ne sais pas, ils ne sont pas vraiment, je ne sais pas, c'est plus politique, c'est sur quoi ils se basent, mais pensée abstraite des élèves n'est pas atteinte à l'adolescence, ce qui fait que si moi, avec ces notes de 9e année, je vais aller juger qui va être théorique ou appliqué, je suis en train de ne pas lui donner toutes les chances qu'il mérite pour continuer sa vie. Moi, c'est comme ma réflexion personnelle, mais j'ai aucun impact sur ce qui se fait, malheureusement. Tu dis que tu n'as aucun impact? Non, tu as un impact. Quand tu es dans ta salle de classe, tu as toujours un impact. Définitivement, tu as un impact avec tes élèves. Je dis aux élèves de continuer à croire en leur potentiel, puis de ne pas lâcher leur dream, leur rêve. Et je leur explique que la pensée abstraite n'est pas atteinte à l'adolescence, puis les choses que vous trouvez difficiles au secondaire, probablement, ce ne serait pas le même cas quand vous allez atteindre le collège ou l'université. Oui, il y a plusieurs choses qu'on a un contrôle, mais il y a d'autres choses qu'on n'a pas de contrôle en salle de classe, c'est vrai. Tu as raison, oui. Fils, tu veux ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais préciser aussi, ajouter que
décloisonner, c'est aussi supprimer des barrières dans la mesure où l'école devient inclusive, où l'enseignant n'est plus le maître des connaissances de l'univers, donc faire savoir aux apprenants qu'eux-mêmes aussi sont des co-enseignants, comme disait un collègue ici. C'est un peu dans ce sens que je voulais ajouter. Oui, l'enseignant n'a plus besoin d'être le maître de savoir de tout. Il est un guide. C'est très bon point. Oui. Herman? Oui, ceci c'est pour le commentaire de Marianne. Je lui dirais qu'elle a définitivement quelque chose elle a le contrôle de quoi que ce soit, parce que même quand l'orientation veut prendre une décision, quand ce qu'on va faire d'un ou tel élève, on va te consulter pour te demander quel est ton avis. Et ton avis pèse beaucoup pour la suite de l'apprentissage de cet enfant-là. Oui, merci. Juste ajouter dans le clavardage, on a un participant Tariou, trouver l'équilibre et être flexible afin de mettre fin à l'apprentissage monotone. Adapter et inclure tout le monde. Excellent, très bon point, merci. Donc, le spectre de l'apprentissage par l'expérience, donc l'apprentissage dirigé et la voix d'élève, l'apprentissage personnel. Donc, la voix de l'élève, le plus que l'élève est engagé, le plus d'apprentissage qu'on peut voir. Donc, c'est vraiment un engagement de l'élève. C'est trouver une façon d'avoir cet engagement-là. Au lieu d'avoir un apprentissage qui est trop dirigé, on utilise vraiment l'apprentissage personnel de l'élève. Donc, j'adore cette citation d'Albert Einstein. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Donc, une petite caricature ici, pour une sélection équitable, chacun doit passer le même examen. S'il vous plaît, montez dans cet arbre. Donc, on peut voir que on peut faire des liens dans notre salle de classe, que nos besoins de nos élèves sont différents, la façon que nos élèves qui apprennent sont différents, et c'est vraiment notre rôle comme enseignant de guider nos élèves le mieux possible à atteindre leur plein potentiel. C'est peut-être ça la clé. C'est peut-être pas un apprentissage qu'on pense qu'ils vont avoir, mais c'est leur plein potentiel de la meilleure façon qu'ils peuvent s'améliorer. Connaissez-vous ce document? J'espère que tout le monde dit oui. Faire croître le succès, qui date quand même de... Comment oublier ce document? Oui, excellent. Très, très bien. Je crois qu'il a été conçu en 2010. Donc, il y a des nouveautés qui ont été ajoutées. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'une nouvelle version de Faire croître va être disponible bientôt, mais je ne suis pas certain. Mais ce document ici, vraiment, est la façon qu'on évalue nos élèves. Petit résumé de Faire croître. Donc, le cœur de la politique, c'est vraiment d'améliorer l'apprentissage de tous nos élèves. L'évaluation ne se limite plus à l'idée de donner une note. Donc, c'est tellement drôle. Cette semaine, j'ai été en train de faire le ménage avec mon épouse et j'ai trouvé une boîte de mes anciens bulletins lorsque j'étais à l'élémentaire. Et c'était comme en 4e année. J'avais une note de 75 sur 100 en mathématiques, 80 sur 100 en français. Et mes commentaires étaient « Beau travail, excellent, continue ». C'est tout. Donc, il n'y avait vraiment pas de communication efficace, de rétroaction. C'était vraiment une note et c'était final. Et même quand j'ai trouvé mes bulletins du préscolaire, c'était encore juste des petites coches. Acquis, non acquis, bravo. C'était aussi simple que ça. Donc, ça date quand même de quelques années, mais ça m'a fait rigoler un peu comment le système d'éducation a évolué dans un temps de ma vie. Les 3 intentions d'évaluation, c'est au service de l'apprentissage, en tant que l'apprentissage et de l'apprentissage. On peut comparer à vraiment une évaluation diagnostique, une évaluation formative et une évaluation sommative. Mais au service de l'apprentissage, c'est le diagnostic.
évaluation en tant que l'apprentissage, c'est la formation, et puis de l'apprentissage, c'est l'évaluation sommative à la fin. Et il y a un ballon entre les trois intentions de l'évaluation qui nous amène à la triangulation. Donc, la triangulation, c'est une façon très efficace entre les observations, des conversations et le produit des élèves pour vraiment avoir une évaluation juste de l'apprentissage de nos élèves. Avec la technologie, ça peut se faciliter, surtout la rétroaction, la conversation entre les élèves, la collaboration entre les... pas la collaboration, mais les conversations entre les produits, entre les évaluations se facilitent beaucoup avec la technologie. Évaluer au-delà de la matière, donc on a aussi les HH, les habiletés et les habitudes de travail qu'on doit évaluer dans nos bulletins scolaires. Donc ça, c'est l'utilisation du français oral et la fiabilité, le sens de l'organisation et l'autonomie, l'esprit de collaboration, sens de l'initiative et l'autorégulation. Lorsque j'étais en salle de classe, on avait une habileté par mois que je ciblais avec mes élèves et ensemble, on développait nos critères d'évaluation et pendant le mois, j'observais mes élèves et même je leur demandais de faire une auto-évaluation de leurs habiletés d'apprentissage par mois, mais on avait toujours une HH par mois qui était ciblée. Et puis, peu importe le niveau scolaire, on peut faire cette adaptation des HH quand ça vient de l'apprentissage de nos élèves. La rétroaction avant la note. Donc, la rétroaction, elle est extrêmement importante si on veut que nos élèves s'améliorent. Donc, la politique provinciale insiste sur l'importance de la rétroaction descriptive pour aider les élèves à combler l'écart entre son niveau de rendement actuel et l'objectif positif. Donc, la rétroaction est extrêmement importante quand ça vient à l'apprentissage de nos élèves. Donc, ça, c'est juste un compte-rendu très, très, très simple de faire croître le succès. Et c'est grâce à l'intelligence artificielle que j'ai monté cette présentation. Et qui nous retourne à le processus d'apprentissage. Donc, j'ai pris cette diapo d'un autre conseil scolaire et le processus d'apprentissage qui part du résultat d'apprentissage jusqu'à l'objectif d'apprentissage personnel, mais on peut voir qu'il y a c'est pas une ligne droite. C'est vraiment un apprentissage qui, on peut avoir différentes preuves, mais surtout la rétroaction. On peut voir que la rétroaction, les preuves, rétroaction et autorégulation et ajustement, on peut voir que ça se répète. Okay? Donc, on a nos résultats. La spirale. Oui, oui, exactement, la spirale. Donc, les résultats d'apprentissage, critères d'évaluation, on a un apprentissage ici. Après un apprentissage, on a nos preuves, rétroaction, ajustement. Encore un apprentissage, preuve, rétroaction, ajustement. Encore preuve quand on est prêt pour l'évaluation sommative. Et puis ensuite, l'autorégulation, communication et l'objectif personnel. Et c'est possible même que certains de ces spirales se répètent encore, dépendant si les besoins des élèves n'ont pas été atteints. Fils, vas-y. Oui, j'ai une question. Allez-y. Au niveau de l'évaluation par des compétences où aujourd'hui la note c'est évalué sur 4 étapes. Je vais dire sur 4, généralement. Oui. Mais lorsqu'on regarde l'équivalence de sur 4, ça ne donne pas 100%. Bon. Est-ce que vous me comprenez? Si on regarde dans Aspen, on veut voir si l'élève a très bien travaillé et qu'il obtient 4 sur 4. Oui. Alors, si on met 4 sur 4 dans Aspen, on va obtenir pratiquement 80%. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il faut, même à 4 plus, ne donne pas 100%. Il faut aller à 4 plus plus. Oui. Bon, qu'est-ce qui fait? Parce que dans mes premières années, lorsque j'enseignais, j'ai dû mettre 4-4 et j'ai dû recorriger parce que quand je m'en vais entrer dans Aspen, je ne voyais pas 100%. Comment est-ce qu'on interprète ça et pourquoi on ne corrige pas ça de nos jours?
C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse pour toi, mais oui, l'évaluation sur une base d'1, 2, 3, 4 et ensuite traduire en pourcentage, c'est là où je crois que les conseils scolaires ont leur propre transfert de données. On va dire qu'un 4++ représente une certaine note. Je ne suis pas certain comment ça fonctionne dans vos conseils scolaires, mais je sais que chez nous, lorsqu'on rentre une note dans Aspen, il y a un transfert qui se fait faire automatiquement, puis je ne connais pas par cœur l'équivalence des niveaux, mais je comprends ta confusion, que oui, un 4, tant qu'à moi, c'est quelque chose qui réussit, mais un 4+, ça peut mener à la confusion. Oui. Dans mon conseil scolaire, ça se met en pourcentage. OK. Oui, déjà sur la plateforme, c'est un pourcentage. Donc, un 4+, est-ce qu'il y a plus qu'un 4++? 4+ uniquement. 4+ uniquement. OK. Donc, la question, c'est quelqu'un peut avoir 100%. Oui, quelqu'un peut avoir 100%, oui. Mais là, on met en pourcentage, ça apparaît en pourcentage. Ouais. Donc, il y a des rubriques là où tu vas conseil, écrire le pourcentage. dans notre conseil, il y a des formations sur l'évaluation. Je crois que ça, c'est une autre formation. Oui. Puis, ça reste aussi que des fois, il faut faire du calibrage avec ton équipe. Donc, c'est une panoplie de choses. Oui, parfait. Vous avez raison, oui. Juste pour repartager Et nous autres qui l'importance. n'avons pas de conseil, alors? Ceux Quand qui tu n'ont auras pas un de conseil, conseil, tu l'auras. oui, c'est ça. Ça va venir, ça va venir. L'importance de la triangulation, très, très, très important entre les observations, les conversations et la production de nos élèves. Très, 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 très important lorsque ça vient à l'évaluation. 4 règles d'or pour l'apprentissage au 20e siècle. Enseignement égale centré sur l'élève. Éducation égale collaborative. Tout apprentissage a du contexte. École intégrée à la société. Donc, pour moi, je crois que le numéro 3, pour moi, est le plus important. Donc, si ton apprentissage a du contexte relatif à l'élève, le lien, le transfert des informations va être plus facile. Avant de prendre la prochaine diapo, on va prendre une petite pause. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il est 10h20. On va prendre une pause de 15 minutes jusqu'à 10h35. Est-ce que ça vous va? Oui. C'est bon. Merci. OK, parfait. On se revoit à 10h35. Alain, juste pour vous informer que je quitte aujourd'hui à 11h, un peu plus tôt. Parfait. D'accord. OK. Par ce temps-là, on va avoir plus ou moins terminé. Ça va être un. Mais tu pourras voir l'enregistrement si tu as manqué quelque chose. Par ce temps-là, on va parler des classes STIAM. OK. Oui, Merci. oui, Benoît, oui, monsieur Alain, je dois partir au travail à 10h45 et je vais me connecter sur mon iPhone. Est-ce que c'est OK avec vous? Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Parfait. Monsieur Alain, pardon, c'est Jean. Oui, j'aimerais vous envoyer un peu le lien qui mène à ma boîte à outils. Vous jetez juste un coup d'œil maintenant pour regarder s'il y a quand même des affaires dedans. Si vous pouvez accéder. J'ai eu trop de défis technologiques, mais vraiment, ce cours m'a beaucoup aidé. Je suis très content. Mais je veux quand même que vous me rassurez que vous pouvez voir. Donc, Est-ce tu que je veux le fais voir. tout de suite? Parfait. OK. Je ne l'ai pas encore fait. Je le fais tout de suite. On va. Comment tu vas me le partager? Oui, je vais vous le partager sur votre courriel. Est-ce Parfait. que vous m'autorisez? Bon, je vais vous dire un instant. Je vais juste. Attends.
Parfait. Non? Je cherche comme ça. C'est vous que je cherche là ma boîte là. Un instant, je vous cherche pour vous coller le lien. Oui. Vous allez connaissance et utilisation de la technologie. La machine load encore une petite seconde, pardon. Ah, ça va. Ça me dérange un peu là. Parfait. Ouais, je l'ai envoyé. Vous allez voir si vous pouvez. Est-ce que vous avez reçu? Encore. Je l'ai envoyé dans la plateforme du Centre Franco, Alain Kingsley. Je suis réfléchir. Non, je ne l'ai pas reçu encore. J'ai envoyé à Kingsley, @lecentrefranco.ca, externe. OK. J'ai rien reçu encore. Des fois, ça prend quelques minutes, là, donc. Non, j'ai rien reçu encore. Moi, je passe par le téléavertisseur. C'est pourquoi ça me fait ça. C'est bien là. Oh. Ça montre bien que j'ai envoyé. J'ai envoyé 2 fois. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas. OK. Laisse-moi juste aller voir dans ma boîte de réception. Ah, je viens de l'avoir. OK, parfait. Ça a juste pris donc Google Drive. Je vais me rassurer qu'au moins on peut voir le contenu de mes affaires. Non, je ne peux pas. Ça dit autorisation est nécessaire. Parfait. Je vais donc voir. Seules les personnes acceptent. Parfait, je veux voir. Non, je vous redonne le lien. C'est bon, ça règle définitivement mon problème. Excellent. OK. Je voulais voir. Parfait. Je vous renvoie. Ouais. Vous risquez d'avoir 3 liens. Désolé, mais c'est le troisième qui devrait fonctionner. C'est le troisième. En principe, je l'ai renvoyé de nouveau. Voilà. Parce que je voulais vérifier avec vous quelque chose qui m'a fait presque couler quelque part. J'ai manqué un cours quelque part à cause de cette mauvaise manipulation-là. Mais ce cours m'a aidé à comprendre. Je voulais me rassurer vraiment de la mauvaise manière que j'envoyais et de la nouvelle bonne manière qu'il faut envoyer, pour être sûr. Oui. D'accord. Donc, j'ai reçu un deuxième courriel. C'est le troisième qui devrait être l'idéal, certainement. Ah, j'ai accès à tous à votre drive. Module 2, module 5, bon. module 5, plan d'action. Oui, parfait. Parfait, c'est bon. Je voulais juste me rassurer qu'on peut le voir. Bon. Parfait, vous voyez, oui. Voilà, c'est ça. Donc, dans tout ça, il y a des affaires comme on avait indiqué. Tout ce qu'on a demandé de placer dans la boîte à tout, vous pouvez regarder. Oui, parfait. OK, parfait, c'est bon. C'est pas ce que je vais envoyer, mais je voulais me rassurer que je sais quand même vous le transmettre. C'est bon. Merci. Merci.
jeudi passé. Je ne sais pas si c'est le même type. Il avait une Ford blanche. Dans la voiture, il y avait sa femme, un bébé qui, elle, allaitait et deux autres enfants. Il m'a dit qu'il vient des États-Unis et il sort de l'Arabie Saoudite et qu'il est en panne sèche. Donc, lorsque je regardais, je voyais vraiment qu'il était en panne sèche, qu'il a perdu ses pièces. Est-ce que je peux l'aider? À première vue, je crois que c'est quelqu'un qui voulait peut-être un petit dépannage pour le carburant dans sa voiture. Il a sorti la bague exactement, il a sorti sa chaîne au cou. Jean-Hubert, pourrais-tu mettre ton micro sur mute? Oh, je suis désolé, je m'excuse. Pas de problème. On entend toute l'histoire.
Bonjour, on va reprendre. Vous pouvez voir le partage de mon écran? Oui. Super. Bon, OK. Donc, la prochaine partie de la présentation est les 4 métaphores des types d'espace d'apprentissage dans une salle de classe. Donc, juste pour vous présenter vite fait qu'est-ce que ça a de l'air. Donc, la caverne représente un endroit qui est calme, silencieux, un espace privé ou semi-privé qui favorise la pratique réflexive, un endroit où l'apprenant peut accomplir ses tâches individuelles ou une lecture personnelle individuelle, zone de confort et d'apprentissage individuel. Donc, la caverne, c'est plus intime pour les élèves. Prochaine zone, c'est le feu de camp. Ça, c'est un espace de l'engagement formel en grand groupe. Une personne enseigne ou donne des autres d'apprenants et les autres apprenants reçoivent. L'enseignement magistral direct, une zone d'apprentissage en commun. Donc, le feu de camp représente l'espace d'engagement en groupe. L'abreuvoir représente l'espace où les apprenants discutent de leur apprentissage, un endroit où les apprenants collaborent afin d'apprendre, des espaces collabo-réflexifs, zone sociale et l'apprentissage collaboratif. Et l'espace vie, c'est un espace qui permet de la mise en application des apprentissages. Espace qui permet en évidence les transferts possibles des concepts à l'étude vers la vraie vie. L'espace qui permet l'apprenant de vivre des situations d'apprentissage authentiques et faire quelque chose en apprenant, et la zone d'apprentissage qui est en action. Donc, idéalement, les 4 zones dans une salle de classe peuvent favoriser l'apprentissage, mais la réalité, des fois, ne nous permet pas d'avoir des espaces de ce genre. Souvent, on est très limité de la façon que la salle de classe est disposée en fait d'espace. On peut avoir des salles de classe qui débordent d'élèves, des pupitres, et ça devient très difficile d'avoir des zones désignées pour les différentes sortes d'apprentissage. Mais idéalement, juste pour vous présenter que ces différentes zones-là peuvent avoir un impact significatif quand ça vient à l'apprentissage des élèves. Et donc, la conception d'une salle de classe, où je comprends que certaines choses que vous contrôlez, certaines choses que vous ne contrôlez pas, mais imaginez que vous avez tous le contrôle. Vous avez la grosseur que vous voulez de salle de classe, vous avez les outils nécessaires, qu'est-ce que votre salle de classe aura l'air, peu importe si c'est l'élémentaire ou le secondaire, est-ce que c'est encore des pupitres, des tables, des stations debout. Donc, la configuration d'une salle de classe peut vraiment changer, évoluer, être très différent. Dépendant des écoles où vous êtes, souvent, il y a un budget attaché à l'aménagement de la salle de classe. La dernière école où j'ai œuvré, les pupitres tels qu'on étaient de moins en moins communs et des tables sur des roues étaient beaucoup plus utilisées dans les salles de classe, où ce que les tables pouvaient être bougées facilement, beaucoup de surfaces écrivables, movibles, où ce que c'était sur des roues, des tableaux blancs qui peuvent être roulés dans le corridor, dans la salle de classe, où ce que l'élève devait être debout pour noter. Donc, la salle de classe traditionnelle a beaucoup changé. Nos salles de classe ne sont pas toujours pareilles, peuvent être différents, mais il y a certaines choses que vous avez un certain impact sur comment la disposition de votre salle de classe, comment les choses sont aménagées, mais souvent on est limité à l'espace qui est restreint. Donc, quand on a 30 élèves dans une salle de classe, il n'y a pas beaucoup d'espace de changer des choses, mais tu peux quand même bouger des pupitres, créer des espaces. Donc, vous avez quand même un certain contrôle, mais je peux comprendre que ça peut être parfois limité. Mais la salle de classe, juste pour dire que la salle de classe traditionnelle n'est peut-être pas aussi favorable qu'une salle de classe moderne, on va dire. Connaissez-vous quel est le mouvement bricoleur? En anglais, le terme makerspace. Non.
juste vite fait, on va aller au travers de qu'est-ce que c'est le mouvement bricoleur. C'est vraiment, voici un petit résumé de qu'est-ce que le mouvement bricoleur. Donc, il y a 3 piliers importants pour le mouvement bricoleur. C'est apprendre par la pratique. L'itération a le droit à l'erreur. Et puis la fusion high-tech et du low-tech. Donc, des makerspaces, des espaces de travail où ce que les élèves peuvent bricoler, peuvent créer, peuvent manipuler des objets et apprendre en faisant quelque chose. Donc, souvent, on parle de la création d'un objet, le processus de design. Souvent, on parle de science, mais il y a des concepts à l'élémentaire, qui a beaucoup de transfert de différents domaines. Ça peut être autant la science, la mathématique, les langues, les arts. Donc, il y a beaucoup d'aspects avec le mouvement bricoleur qui peuvent favoriser l'apprentissage. On peut sauter ça. En 1980, donc ça date de longtemps, Seymour Papert, the role of the teacher is to create the conditions for invention rather than provide a ready-made knowledge. Donc, c'est créer des opportunités pour des élèves. Donc, ça date de très longtemps passé. Je vais juste aller vite fait au travers des prochaines diapos. Ça parle du constructionnisme de Papert. Donc, le constructionnisme, c'est 2 théories. C'est la théorie constructive et le concept de construction. Donc, c'est la théorie constructive de la psychologie, l'apprentissage en tant que reconstruction, puis le concept de construction, l'apprentissage plus efficace lorsque l'apprenant fait un produit significatif. Il y a beaucoup de documentation au sujet de cette façon d'apprendre dans la salle de classe. Donc, qui enseigne dans la salle de classe centrée sur le bricolage? Ce n'est pas nécessairement l'enseignant, mais les élèves. Souvent, c'est des membres de la communauté qui sont des experts dans les domaines. Ça peut être des sources connaissances en ligne ou des outils et des matériaux où ce que les élèves vraiment manipulent. Puis on parle souvent de la technologie, de la robotique, du codage quand ça vient à l'enseignement par bricolage, mais ça peut être des choses extrêmement simples comme la manipulation de maquettes avec du carton. Donc, ça peut être des choses très technologiques, mais ça n'a pas besoin d'être technologique, ça peut être des choses extrêmement simples aussi. À quoi ressemble l'enseignement dans la classe centrée sur le bricolage? Donc, ça facilite la collaboration entre les élèves. Ça encourage beaucoup la co-inspiration. Ça encourage la co-critique, la réorientation de l'autorité. Ça promouvoit aussi une éthique de partage et des connaissances. On peut sauter ceci. Donc, comment développer l'esprit bricoleur? Donc, des attributs. Donc, selon Thomas, les enfants qui sont bricoleurs sont plus curieux, plus imaginatifs, sont prêts à prendre des risques, peuvent assumer la responsabilité, sont persévérants, sont ingénieux, partagent volontiers et puis sont plus optimistes. Je peux faire la comparaison lors des ateliers robotiques que je donne à certains élèves. Souvent, j'ai des élèves extrêmement performants, des élèves qui sont très académiques, qui détestent la robotique et le codage, la technologie, parce qu'ils sont habitués à réussir du premier essai. Et lorsqu'ils ne réussissent pas du premier essai, ils deviennent découragés et frustrés, ils ne sont pas habitués à ne pas bien performer. Donc, lorsqu'on manipule, on bricole, le processus de, je ne veux pas dire faillir, mais de ne pas réussir, fait partie de l'apprentissage. Souvent, les élèves ne sont pas exposés à ceci, surtout à l'élémentaire. Donc, ils ont besoin vraiment d'apprendre de leurs erreurs, comment contourner qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Lorsqu'on crée quelque chose en salle de classe, lorsque les élèves sont capables de bâtir quelque chose, ça devient beaucoup plus engageant pour certains élèves. On revient toujours aux compétences transférables en salle de classe. Donc, ces compétences-là, lorsqu'ils sont intégrés dans l'apprentissage des élèves, ça développe encore plus l'apprentissage et la soif d'apprendre de nos élèves, qui nous amène à l'approche STIAM. C'est un peu semblable à le mouvement bricoleur. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que l'approche STIAM en salle de classe? Avez-vous déjà entendu parler de STIAM?
Oui, il y en a oui. OK, il y en a oui, puis il y en a non. STIAM, c'est un acronyme. Y a-t-il quelqu'un qui sait l'acronyme de STIAM? Les lettres représentent quel mot? Je pense que c'est sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques. Excellent, tu as parfaitement raison, merci. C'est sciences, technologie, ingénierie, les arts et mathématiques. Donc, certains conseils utilisent le mot STEM, ils n'ont pas le A nécessairement, il y en a d'autres c'est STEM. En anglais, STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Donc, c'est vraiment une approche où l'intégration de plusieurs matières favorise l'apprentissage des élèves. L'évolution de la société, donc la révolution industrielle était d'un passage du domestique du système au factory system, augmentation de la croissance et de la productivité, le mécanisme, l'exode rural et l'urbanisme, mais rendu à la 4e révolution, se caractérise fondamentalement par une automatisation intelligente et par une intégration de nouvelles technologies à la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, présentement, aujourd'hui, on est comme à la 4e révolution, c'est l'introduction de nouvelles technologies. Petit article de Radio-Canada que j'aimerais partager avec vous. Les robots vont-ils remplacer les travailleurs ontariens? Donc, petit article ici. Je vais vous laisser, je vais donner 2 minutes à le lire. Puis ensuite, on va faire un petit consensus. Je vais mettre le lien dans le clavardage. S'il vous plaît, est-ce que vous avez déjà mis le lien? Oui, il est dans le clavardage. Tu n'as pas accès? Non, je ne vois pas. C'est le dernier lien. Moi non plus, je n'ai pas accès au lien. Bizarre, je devrais mettre encore. Moi aussi, je ne vois pas le lien. Moi, j'ai accès au lien, j'y suis déjà. J'ai accès. Il faut voir s'il n'y a pas une double fenêtre au niveau de la conversation de la réunion. Vous supprimez une fenêtre pour avoir accès. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est bien le document sur les robots? Oui. Le titre de l'article, c'est « Les robots vont-ils Les remplacer les robots vont-ils travailleurs remplacer ontariens? les travailleurs ontariens? » C'est ça. OK. Je vais lire maintenant.
Puis, y en a-t-il qui veulent répondre à la question? Est-ce que les robots vont-ils remplacer les travailleurs ontariens? Bien. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, allez-y. Oui, bonjour. À lire l'article, à jeter le coup d'œil, je me rends compte que ce ne sera pas à 100%, ce sera donc l'article prévoit que ce sera un certain pourcentage parce qu'on cite les emplois comme la santé, l'éducation, et l'administration, qui sont des domaines où on aurait toujours besoin de personnes pour travailler. Mais cependant, de l'autre côté, les autres métiers seront vraiment menacés avec l'évolution du robotisme. Oui, Oui, merci. C'est ça, exactement, oui. Oui, on peut voir des secteurs à risque élevé d'automatisation au Canada, donc les vendeurs au détail. Donc, il y a 92% de probabilité d'automatisation, donc ce qui représente 650 000 employés. Les adjoints administratifs, 96% de probabilité d'automatisation, qui représente à peu près 330 000 employés. Caissiers, 97% de probabilité d'automatisation, qui représente au-delà de 300 000 employés en Ontario. Donc, il y a certains secteurs, oui, qui vont être affectés par, on va dire, l'automatisation de certains domaines. Mais si vous regardez l'investissement en éducation, puis le dernier paragraphe, selon eux, un accent particulier devait être mis sur l'apprentissage des sciences et des mathématiques, principalement à l'école élémentaire et secondaire, et mieux vaut s'atteler rapidement à la tâche, s'ajoute-t-il, estimant que le système éducatif canadien affiche un retard pour relever ce nouveau défi. Donc, juste un constat de l'article qu'ils reconnaissent que l'apprentissage en sciences et mathématiques a un impact extrêmement important, mais on n'est peut-être pas à la hauteur de la tâche qu'on devrait y être. Ariane, tu as la main levée? Oui, j'ai noté aussi une anecdote que je trouve assez, assez cocasse, le fait que les gouvernements sont aussi mis en danger par l'automatisation puisque les robots ne payent pas Pas d'impôts. les impôts. Ça veut dire qu'ils ils ont donc l'obligation de collaborer avec nous pour trouver le juste équilibre. Exactement. Oui, tu as parfaitement raison, le juste équilibre. Puis, c'est tellement intéressant ou curieux de voir dans 15 ans d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va évoluer encore plus quand ça vient de la technologie, comment le système éducatif va être changé dans 5 ans, 15 ans. Personnellement, je serai à la retraite, mais pour ceux qui sont nouvellement dans l'enseignement, comme j'ai une fille qui est à l'université, puis ça a tellement changé depuis que même elle était à l'élémentaire. Donc, tellement difficile à voir dans l'évolution qui pourrait être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans d'ici pour répondre à les besoins de nos élèves. L'apprentissage par projet de STEAM est une approche interdisciplinaire qui vise